Ok, donc là, on est en scène. Donc, en principe, alors, on peut le voir. Alors, les participants, sont là. Est-ce que vous pouvez nous signaler les participants par le chat que vous nous voyez, que vous nous entendez? Yes, ok, super. Bon, donc on aura peut-être des petits soucis. Alors, j'allais dire de connexion. On a eu deux, trois soucis là dernièrement. Super. Bonsoir Estelle, Julie, etc. Génial. Donc, ce que je ferai pendant que certains parleront sur scène, je couperai probablement les caméras des autres participants et ils reviendront après. Voilà, on va essayer de gérer ça comme ça. Bienvenue à donc nos trois participants, donc nos trois conférenciers de ce soir. Kevin en haut à gauche. Je pense pas que ce soit pareil chez tout le monde. Moi je suis en haut à droite. Oui. Ah ben voilà, tu as parlé, donc on sait où tu es. On a donc Nicolas juste au-dessus de moi, mais voilà, il fait signe, exactement. Et puis Bertrand à ma gauche. Donc ce soir, on va parler design éthique, probablement avec deux visions différentes, mais avec finalement le même objectif, à savoir respecter l'humain. Ce que je vous propose, donc rapidement, je vais quand même présenter pour ceux qui ne connaissent pas Flupa, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent. Partager l'écran, je choisis, voilà. Donc, hop, je fais ça, partager. Vous me dites aussi dans le chat si tout le monde voit, c'est Yes. bon. On voit, c'est Vous voyez bon. Flupa, super. C'est bon, Julien confirme que tout le monde voit. Bon, donc Flupa, French Luxembourg User Experience Professional Association. Pour faire simple, c'est donc bien l'association française qui promeut, qui met en avant l'expérience utilisateur pour faire en sorte que les applications ou les produits, hein, pas que des applications, que l'on développe chacun dans notre métier ou pour des chercheurs, hein, puisque cette association accueille différents profils, hein, du chercheur à l'étudiant, et bon, généralement plus professionnel quand même, mais pour que donc la création de nos produits respecte, ben, on va le voir ce soir, respecte l'humain, mais surtout génère une bonne expérience utilisateur, donc en fait que nos produits servent à ce qu'ils doivent servir, mais soient faciles à utiliser. Aujourd'hui, Flupa, c'est 19 antennes, c'est pas mal, hein, dans 5 pays francophones. Alors, hop, on a reperdu, voilà. On a en ce moment, vu les conditions sanitaires, on a en ce moment plus d'événements livestorm que direct, voire que du livestorm pour l'instant, donc en distanciel. Et puis aujourd'hui, c'est pas mal, pas loin de 8800 membres sur Meetup recensés. Quand tout va bien, quand on peut se rencontrer dans le monde physique, on peut, comme on le voit en bas, créer des apéros, des conférences, donc on en fait une ce soir, des projections. On peut se réunir pour regarder une vidéo YouTube sur un sujet en particulier, l'analyser, etc. Faire des ateliers et différents types d'événements. En principe, il y a un gros événement annuel que vous connaissez peut-être, qui s'appelle les UX Day. Forcément, cette année a subi l'annulation, hein, comme beaucoup d'événements divers et variés. Mais voilà, c'est généralement à peu près 2 jours sur Paris avec vraiment pas mal de sujets, des experts sur tout type de domaine. Alors, des noms internationaux hein, peuvent venir. Pour parler de l'expérience utilisateur. Également, quand tout va bien, voilà, on a les camps, les UX camps pour faire des ateliers sur un sujet en particulier. Aujourd'hui, c'est 133 adhérents, c'est jamais assez, hein, on est d'accord, vu que c'est une association, donc il ne faut pas hésiter à adhérer et à aider à ce que l'association puisse vivre et créer ces événements. Nous sommes aujourd'hui disponibles sur quasiment tous les réseaux sociaux, donc de Slack à LinkedIn, en passant par Twitter et YouTube. Donc, ce soir, nous allons donc parler de design et d'éthique. Aujourd'hui, il y a pléthore de produits et comment on fait pour s'assurer, ou comment on fait, ou qu'est-ce qui peut amener à une dérive hein, de nos designs sur le sujet de l'éthique. Donc, notre premier intervenant, donc, c'est Kevin,
Donc moi, je vais arrêter mon partage. Voilà, hop, il suffit de faire ça. Et Kevin, bah, écoute, je te laisse donc démarrer, te présenter et nous parler un peu de cette expérience du design et de l'éthique. Yes, tout à fait. Alors, je vais commencer tout de suite par partager mon écran. Hop. Voilà, normalement, vous devriez tous voir mon écran. Alors, bonsoir à tous. Je suis très content d'être là. Merci de m'accueillir, Pierre. C'est une bonne occasion pour moi de parler de ce sujet sur lequel je suis absolument pas un expert, mais qui suscite beaucoup de curiosité et d'envie d'aller plus loin, de creuser. C'est un sujet qui m'intrigue beaucoup. Et en fait, ce que j'aimerais vous proposer ce soir, c'est un petit peu mon parcours personnel au regard du design éthique. Comment est-ce que j'en suis arrivé à me dire, mais tiens, qu'est-ce que c'est, quelles sont les choses que j'ai creusées, que j'ai découvertes, et les sujets qui m'ont le plus passionné là-dedans. Et le but ensuite, avec bien sûr la présentation de Nicolas et Bertrand, ce sera de provoquer une petite discussion entre nous pour qu'on puisse voilà un peu parler de tout ça. Alors, sans plus attendre, qui je suis, donc Kevin Pardo, j'ai ma boîte qui s'appelle Mojo Design, donc je fais essentiellement de la conception de produits-services, ça peut être du service web, de l'applicatif mobile, de la conception UI, de l'IHM, ce genre de choses, et je travaille avec des boîtes allant de start-up locales sur Toulon où je suis basé, jusqu'à des groupes genre Naval Group ou le groupe Altrad ou ce genre de choses. On pourra reparler aussi on en a déjà évoqué brièvement le sujet avec Nicolas la dernière fois au téléphone, de la nature des clients par rapport à l'éthique. Ça peut aussi être un sujet. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Alors, tout d'abord, comment j'en suis arrivé à m'intéresser un petit peu à l'éthique et au design? Tout a commencé en fait en 2018. Cette année, je participais au Blend Web Mix. Vous vous souvenez, c'était le temps où on pouvait physiquement se rendre dans des conférences et tout. Il y avait des gens, d'autres humains à proximité. On était assis à 30 cm de distance. Pouf, ça semble loin. Donc c'était le bon temps, 2018, voilà. Et donc en ouverture du Blend Web Mix cette année, il y avait un gars qui s'appelle Aral Balkan, que vous pouvez voir sur ma slide là, qui a fait une conférence qui s'appelait la pyrocratie. Alors bon, c'était la conf d'ouverture, donc il n'y avait pas d'alternative, tout le monde devait assister à celle-là, puis je n'avais pas trop d'a priori, je me disais bon bah allons-y. Et en fait, je suis vraiment tombé dans le sujet qu'il a abordé. À savoir, lui, il aborde l'angle de la conception de tout, en fait, produits, services, etc., sous l'angle de la privacy. Son cheval de bataille, c'est un peu la propriété des données, et le but de sa conférence Pyrocratie, c'est de réfléchir sur l'usage de nos données personnelles en ligne et qui doit en avoir la propriété, qui doit avoir le dernier mot dessus. Donc, c'est une conf, je vais vous coller tout de suite le lien dans le chat, parce que voilà, c'est une petite conf sur YouTube que je vous invite à aller voir parce qu'elle est vraiment passionnante. Moi, ça m'a vraiment mis le pied dans le milieu du design éthique, et on va dire que ça a été un peu le premier silex qui a fait naître les premières étincelles, et ensuite je me suis intéressé à plus de choses. Alors, pour poser un peu les bases de ce que moi j'ai compris, on va dire, c'est que je vais reprendre une citation donc, de Dan Ariely, qui est un prix Nobel d'économie, qui a beaucoup travaillé aussi sur la psychologie comportementale. C'est que on est beaucoup moins rationnel que ce que les modèles économiques standards assument. Alors là, lui, c'est un économiste, donc il parle de modèles économiques, mais ça peut s'appliquer à tout un tas de choses. En vérité, on assume que les gens prennent des décisions rationnelles, alors que la plupart du temps, ce n'est pas du tout le cas. Et on va voir après, en termes de mécanique de design, comment des fois ça peut être exploité en fait. Donc je vous ai fait une très rapide, très synthétique liste, donc non exhaustive, hein, de tout ce qui peut nous influencer. Donc les biais cognitifs, bon, je pense que tout le monde ici voit à peu près de quoi on parle. Ça peut être le biais du survivant, voilà, des choses on va dire des failles dans la mécanique de notre cerveau, quoi, qui nous font nous rendre pas forcément objectifs sur les situations dans lesquelles on doit interagir. Ensuite, il y a les raccourcis mentaux, il y a tout ce qui est les préjugés, les choses comme ça qui influencent aussi notre prise de décision, nos émotions, bien évidemment. Voilà, en fonction de notre état émotionnel, on va être plus ou moins apte à réfléchir de façon rationnelle ou plutôt émotionnel, être impulsif, ou au contraire réfléchir à tête reposée. On a tout ce qui est interaction sociale, hein. On est toujours plus enclin à penser comme notre cercle social
proches pensent, donc à s'aligner sur les opinions de gens soit qui sont proches de nous, soit à qui on donne de la valeur. Ensuite, il y a tout ce qui est l'environnement au moment de la prise de décision. Hein. Si je vous demande de choisir la couleur d'une cravate alors que vous êtes en train de faire un massage cardiaque à quelqu'un, je suis pas sûr que ce soit le meilleur moment pour que vous ayez l'énergie disponible pour réfléchir à la question. Donc tout ce genre de choses influe beaucoup. Et enfin, j'ai noté un dernier, il y en a sûrement plein d'autres, hein, c'est le rapport à l'autorité. Il y a encore un an, si on vous avait dit que porter un masque, ça deviendrait la norme, vous auriez dit mais non, enfin j'ai pas envie de porter un masque, mais sauf que là les autorités nous disent bah oui mais c'est nécessaire, vous comprenez, c'est pour le bien de tous, etc. Donc bon, c'est un truc qui est un peu imposé, donc on fait appel à notre bon sentiment, mais ça vient d'un rapport d'autorité à la base, donc voilà un peu une liste de tout ce qui nous influence. Donc, ok, on a établi qu'on était des gens imparfaits, qui étaient soumis à tout un tas de biais, de facteurs extérieurs qui peuvent nous influencer. Et donc, ça nous amène à quoi? Ça nous amène au côté obscur du design. Et donc, enfin, en tout cas, des process de conception. Donc, je vais sélectionner quelques petits exemples parce que, encore une fois, je suis pas vraiment un spécialiste du truc et je pense que moi, en tout cas, j'ai découvert tout ça par l'exemple. Donc, comment est-ce que on a des mécanismes qui permettent d'exploiter un petit peu tout ça. Alors, un premier exemple que j'ai choisi, c'est sur l'aspect privacy. Si vous regardez la conférence d'Aral Balkan, vous verrez que j'ai repris son exemple parce que je le trouve très très bien. Je vais vous parler d'un petit service en ligne qui s'appelle The Spinner et qui est en fait une plateforme qui est plus ou moins faite pour dénoncer les phénomènes de tracking sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur vous savez, les petits cookies qui vous espionnent et qui vous mettent de la publicité ciblée. En gros, je vous la fais courte. Vous envoyez un texto à votre femme, à votre pote, à votre fils, à votre patron, à qui vous voulez. Et quand il clique sur le lien qu'il y a dans le texto, en fait, il va y avoir un petit cookie qui va se passer dans son navigateur et qui en fait va traquer sa navigation et qui en fait ensuite va lui proposer des articles en retargeting. Sauf que c'est vous qui choisissez quel type d'article il va pouvoir voir. Donc par exemple, si vous envoyez ce message si vous êtes une femme, vous envoyez ce message à votre petit copain, d'un seul coup, il va se voir afficher plein d'articles sur comment est-ce qu'on fait pour faire une belle demande en mariage, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'épouser la femme avec qui on est, etc. Un autre exemple, vous êtes un enfant, un enfant qui a une bonne maîtrise du web marketing et tout, mais vous avez envie que vos parents vous offrent un chien, et vous mettez ce truc-là et vous leur envoyez un texto à vos parents et ensuite, quand ils vont se balader sur Internet, ils vont voir en suggestion, en publicité, de partout des articles sur pourquoi est-ce que c'est génial d'avoir un chien, à quel point ça a des vertus pour la famille, etc. Tout ça dans le but en fait d'influencer les parents ou encore une fois vos amis ou quoi que ce soit. Voilà, si vous avez un proche qui fume et que vous avez envie de l'aider à s'arrêter un peu, vous pouvez l'aider toujours en payant, en mettant un petit cookie dans son navigateur et ensuite il verra plein d'articles sur pourquoi est-ce que s'arrêter de fumer c'est vachement bon, etc. Donc c'est des mécanismes qui exploitent un petit peu tous ces mécaniques là qui sont mis en place sur les réseaux sociaux qui normalement nous servent leur servent plutôt à nous afficher de la publicité ciblée. Donc c'est à la fois un truc pour dénoncer un petit peu tout ça et en même temps c'est un moyen un peu marrant de faire quelque chose d'un peu décalé quoi. Donc voilà, il y en a un autre, ça si vous voulez que les gens deviennent véganes. Et enfin, mon préféré, si vous êtes en couple et que vous avez plutôt envie que votre partenaire soit plus entreprenant, vous pouvez lui afficher aussi des articles sur... Ah, excusez-moi, on tape à la porte de façon un peu impressionnante. Je vous demande juste une petite seconde, j'arrive. Donc, bien sûr, tout ça est préparé. Donc, on a fait en sorte qu'il soit perturbé dans sa présentation. On a voulu être pas éthique du tout avec lui. Toutes mes excuses, j'avais enfermé ma femme dehors. C'est le genre de choses, c'est les imprévus du direct. On recommence. Donc voilà le genre de message que vous pouvez avoir en fait. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur Facebook, vous voyez ce genre de petit message qui peut s'afficher. Donc, c'est un premier exemple. Et en fait, quand vous allez un petit peu vous balader sur le site, les mecs ne se cachent pas du tout, quoi. Ils revendiquent le truc en disant, voilà, vous pouvez targeter vos proches. Et là, vous avez même le petit message explicatif qui vous explique comment ça fonctionne. Et au cas où vous le demanderiez, oui, c'est tout à fait légal. Ça pose aucun souci. Donc, c'est des mécaniques, on va dire, qui sont mises en place par notamment les réseaux sociaux, etc. et dont ce site vous permet de profiter pour votre propre avantage. Donc,
on pourra un peu discuter de l'aspect éthique de tout ça hein, derrière, même si là, l'idée, c'est plutôt de dénoncer ce qui se passe avec Facebook, Google et compagnie. Ensuite, un autre exemple, au-delà de la privacy, il y a plein d'exemples, on va dire un autre champ d'exemples que j'ai bien aimé explorer, c'est celui des dark patterns. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme. Les dark patterns, qu'est-ce que c'est? Ce sont des mécanismes, la plupart du temps, c'est de l'UI, quoi. C'est du visuel, des chartes graphiques qui sont faites d'une certaine façon et dont le but est de vous pousser à faire une action ou de vous empêcher de faire une action en particulier. Par exemple, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà essayé de supprimer leur compte Amazon. Si vous avez déjà essayé, mettez-moi un petit message dans le chat, mais c'est juste un enfer en fait. C'est-à-dire que ça, c'est la page d'accueil d'Amazon. Donc, si je voulais supprimer mon compte, qu'est-ce que je ferais? En toute logique, j'irais dans la rubrique « Mon compte ». Dans la rubrique « Mon compte », j'atterris là-dessus, donc je vois plein de liens qui pointent vers, je sais pas, mes commandes, tout ça et tout. Et en fait, il y a, je crois, plus de 150 ou 160 liens sur cette page. Et vous pouvez cliquer sur chacun d'entre eux. Il n'y en a aucun qui vous amènera vers quoi que ce soit pour supprimer votre compte. Donc là, vous vous dites, bon, ok, je trouve pas, c'est un peu chiant. Donc, pour info, si vous voulez vraiment supprimer votre compte, il faut retourner sur la page d'accueil, aller dans le footer d'Amazon, dans la dernière rubrique, Let us help you, tout en bas, cliquez sur Help. Là, vous allez arriver dans une petite fenêtre comme ça. Il y a tout un tas de sujets qui vous sont proposés et toujours rien sur la suppression de compte. Il faut aller dans Need More Help. Là, il n'y a toujours rien. Il faut cliquer sur Contact Us. Vous arrivez ensuite sur cette page-là. Il y a 4 onglets. Il faut aller dans le dernier, Prime or Something Else. Une fois que vous êtes dans Prime or Something Else, vous avez un premier drop-down. Il faut aller dans Login and Security. Ensuite, vous avez un deuxième drop-down. Et là, enfin, vous voyez le truc où il y a marqué Close My Account. Sauf que, quand vous cliquez là-dessus, il ne vous propose pas de supprimer votre compte. Il vous met en chat avec un conseiller Amazon. Et là, en fait, le gars a pour job de vous empêcher de supprimer votre compte en vous expliquant que Amazon, c'est génial, que c'est trop bien et que de toute façon, supprimer votre compte, ça vous servira à rien. Et en fait, quoi qu'il arrive, c'est lui qui doit supprimer votre compte. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas supprimer votre compte Amazon vous-même. C'est le gars qui doit le faire, quoi. Donc ça, c'est un vrai labyrinthe, quoi. Et en fait, là, je vous ai montré la procédure, mais en vérité, si vous ne savez pas comment on fait précisément, c'est infaisable, quoi. Il n'y a jamais personne qui va aller tenter comme ça. Donc ouais, on peut peut-être trouver des tutos sur Internet ou ce genre de choses, mais c'est un véritable enfer. C'est ce que Harry Brignol, qui a inventé la notion de dark pattern, appelle le Roach Motel. Donc, c'est un design qui fait que pour les choses qui intéressent la boîte avec laquelle vous interagissez, par exemple, créer un compte, tout est super facile. Il n'y a aucune friction. Ils essaient de simplifier le processus au maximum, de réduire le nombre d'étapes, de vous assister, de vous offrir de l'assistance quand vous galérez, etc. C'est vraiment bien fait. Par contre, c'est très, très dur d'en ressortir. Donc, vous rentrez facilement, mais c'est très, très dur d'en sortir. Donc, c'est un petit peu un premier motif quoi, de dark pattern, un premier type de dark pattern, c'est ça, c'est vous simplifier la vie quand vous avez quelque chose qui va dans le sens de l'entreprise et vous la compliquer quand ça va contrairement à ses intérêts. Un autre exemple, on a tous reçu des mails du spam ou des mails des newsletters et dans le footer, ça ressemble toujours enfin dans le pied de page, pardon, ça ressemble toujours à ce genre de choses quoi. Et vous dites mais c'est vraiment le bordel quoi. Sauf que c'est intentionnel en fait. C'est pas du tout un problème en se disant bon allez on va foutre toutes les trucs en bas. C'est qu'en fait les gens savent qu'ils sont obligés dans leur mail légalement de mettre un lien de désinscription. Sauf qu'ils vont pas mettre un gros bouton se désinscrire évidemment. En fait, ce qu'ils veulent faire, c'est le planquer le plus possible. Donc là, je ne sais pas si vous voyez la petite flèche rouge qui est ici. Remove this email address. Donc, il faut cliquer sur email address qui est juste là, donc planqué en plein milieu. Et bien entendu, la couleur du lien et la couleur du texte sont extrêmement similaires. Donc, encore une fois, voilà, c'est un dark pattern dans le sens où vous avez envie de faire quelque chose. C'est pas forcément raccord avec les priorités de la boîte qui vous envoie ce mail. Donc, on vous complique un peu la vie. Un autre exemple, c'est un jeu, celui-ci, qui s'appelle Two Dots. Et celui-ci, il est un peu plus subtil parce qu'en fait, quand on lance l'application pour la première fois, il y a quelque chose de très clair qui est inscrit dans les paradigmes de navigation de l'application. C'est que le bouton vert vous permet toujours de démarrer un truc, vous permet toujours de
de faire l'action qui vous amène au niveau suivant. Donc là, on a joué, c'est parti, on démarre le niveau, on continue, on redémarre le niveau suivant, etc. Donc en fait, le joueur, lui, machinalement, il lit même plus le texte, quoi. Au bout d'un moment, il clique sur le bouton vert parce qu'il a compris que c'était comme ça qu'on avançait dans le jeu. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand vous perdez une partie? Eh ben là, on vous dit vous n'avez plus de mouvement et donc il faut que vous en achetiez. Donc ça, c'est le modèle économique du jeu, quoi. J'imagine qu'il y a un nombre de mouvements bien limité. Et quand on n'a plus, il faut en acheter. Sauf que le bouton acheter, il est en vert. Et ça reprend exactement le même code que tous les autres boutons qui vous ont emmené jusque-là, qui n'avaient aucune conséquence en termes monétaires, quoi, si vous voulez. Et le bouton pour ne pas acheter, c'est la petite croix qui est à côté, sauf qu'il n'y a pas de label, il n'y a rien du tout, elle est toute discrète. Donc c'est pareil, on essaie de vous triquer, de vous manipuler un petit peu, voilà, pour que vous continuiez à aller dans l'entonnoir dans lequel eux ont envie de vous amener. Hop. Si je peux passer à la slide suivante, par contre, ça m'arrange. Voilà. Et enfin, c'est le dernier exemple de Dark Pattern. Celui-ci, c'est mon préféré, je l'adore. C'est une pub qui s'affiche sur un mobile pour Chatmos. Donc, en gros, c'est un concurrent à Craigslist. C'est le Bon Coin américain. En fait, vous voyez ici, il y a une espèce de petite tache qu'ils ont mise volontairement sur la truc. C'est pas votre écran qui est sale ou le mien. En fait, ils ont mis une espèce de petite tache. Sauf que qu'est-ce que vous faites quand vous voyez une petite tache sur l'écran de votre téléphone? Eh ben, vous appuyez dessus. Et en fait, quand vous appuyez dessus, ça vous renvoie vers leur site et hop, ils ont gagné un clic parce que vous vouliez juste enlever la petite poussière qu'il y avait sur votre écran, quoi. Donc là, c'est vraiment du dark pattern, voilà, où là, les mecs se sont dit, OK, comment est-ce qu'on va essayer de trouver un mécanisme à la con pour vraiment pousser les utilisateurs à cliquer sur notre truc, même s'ils en ont rien à faire, quoi. Donc, que dit notre cher Harry sur les dark patterns? Il dit simplement que le meilleur moyen de lutter, au final, c'est d'en être conscient, de savoir que ça existe, en gros, de savoir les repérer, quoi, et de dénoncer les entreprises qui les utilisent de façon à ce que ce soit de moins en moins toléré, quoi, on va dire, voilà. Alors vous allez me dire, ok, bon, là, on est quand même sur des trucs où c'est volontaire, c'est-à-dire il y a clairement une volonté de la part des gens qui ont conçu ce service de nous triquer, de nous manipuler, de nous influencer, quoi. Derrière, c'est conscient. Donc en tant que designer, du moment qu'on n'a pas cette mauvaise intention, ça devrait aller, quoi. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que pas vraiment, quoi. Il faut être beaucoup plus vigilant que ça. Un exemple que je vais vous donner, c'est la division intelligence artificielle de Microsoft qui avait il y a quelques années de ça, créé un bot qui s'appelait Tai, Tai.ai, et qui était en fait une intelligence artificielle qu'ils ont créée. C'était un bot Twitter en fait, qui était censé simuler une adolescente de 15-16 ans et qui était censé faire des tweets en correspondance avec ce qu'on lui avait envoyé en input. C'est-à-dire qu'au début, elle connaissait rien, et puis au fur et à mesure, quand les gens lui envoyaient des tweets, elle apprenait des trucs et elle était capable de créer de nouveaux tweets avec ça. Donc c'était il y a quelques années. Hein, aujourd'hui, ce serait peut-être moins impressionnant, mais à l'époque, ça avait fait sensation. Sauf que le bot est resté genre 24 heures en ligne parce que, en fait, quand vous prenez le caractère d'une adolescente de 15 ans, que vous mettez du machine learning de chez Microsoft et que vous rajoutez tous les trolls qu'il peut y avoir sur Twitter, eh ben, ça donne ce genre de tweet. Donc on a c'est Bush qui a fait le 11 septembre, Hitler aurait fait un meilleur boulot, voilà, que le singe qu'on a maintenant. Donc il parle d'Obama à l'époque. Donald Trump est le seul espoir que nous avions. Donc ça, c'est 24 heures après le démarrage du bot. Donc vous allez me dire, ouais, mais bon, là, c'est pas de la faute de Microsoft. Je veux dire, c'est les gens qui ont fait qui ont trollé à mort, qui lui ont envoyé des trucs xénophobes, racistes, etc. Ouais, sauf que, en fait, imaginez que vous vous connectiez sur Twitter, vous êtes un utilisateur lambda et vous voyez des tweets homophobes, racistes, complotistes, je sais pas quoi, par un bot qui vient de chez Microsoft. Vous n'êtes pas censé savoir que c'est une intelligence artificielle. Donc, en fait, imaginez que vous soyez, je sais pas moi, noir, juif, ou quoi que ce soit que le bot dénonce ou s'attaque ou méprise, vous avez quand même un dommage émotionnel qui est assez important, quoi. C'est-à-dire que vous vous connectez sur Twitter, vous dites qu'il y a des bots qui m'insultent, quoi. Donc c'est une horreur. Et en fait, ça, c'est pas vraiment une volonté de la part de Microsoft. Ils ont jamais dit, OK, nous on va faire un
un bot comme ça. Mais en fait, ils n'ont jamais mis les moyens en place pour être certain que ça n'arrive pas. Ils n'ont jamais créé les pare-feux nécessaires, les garde-fous nécessaires pour faire en sorte que ça n'arrive pas. Et donc, ça a créé beaucoup de troubles, comme vous pouvez l'imaginer. Hein. Ils se sont tapés une mauvaise réputation très très rapidement avec ça. Et puis je vous dis, voilà, l'opération a duré en tout 24 heures. Donc, un autre exemple, là, on parle de Palantir. Je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise. Donc, c'est en tous les cas, à chaque fois qu'il y a un article sur le design éthique que je lis, Palantir est assez souvent cité comme contre-exemple. Vous avez tous vu, j'imagine, le film Minority Report. Donc, l'histoire, c'est en gros, dans un futur, il y a une intelligence artificielle de ouf qui arrive à prédire tous les crimes qui se produisent, et donc les agents de police, en fait, interviennent avant que les crimes se produisent. Et ben, c'est exactement ce que propose Palantir, en fait. Palantir, c'est de la police prédictive. Donc, en gros, c'est un algorithme qui est utilisé déjà dans le monde, par exemple à Los Angeles, et qui dit aux policiers, voilà, j'estime qu'il y a 80% de chances pour qu'il y ait un cambriolage ou un braquage ou une agression à tel endroit, à telle heure aujourd'hui. Et donc, les flics y vont. Et ce qui est, je ne sais pas si c'est rassurant ou flippant, mais en tout cas, l'algorithme fonctionne. C'est-à-dire que dans la majorité des cas, il y a quand même des choses qui sont, enfin, des crimes, entre guillemets, qui sont évités grâce à ça. Le gros problème, c'est que, en fait, on ne connaît pas l'algorithme. C'est-à-dire que c'est une boîte noire, ce truc-là. Et il y a un risque de boucle qui s'auto-alimente. C'est-à-dire qu'en fait, il se base sur des statistiques qui lui sont inputées. Donc déjà, il faudrait voir le jeu de données de base qui est envoyé dans cet algorithme. Ensuite, il travaille ces données d'une façon qui est totalement opaque et il recrache une output que lui seul est capable de comprendre et que donc des vrais agents de police sont censés utiliser sur le terrain. Donc là aussi, d'un point de vue éthique, on aimerait bien savoir qu'est-ce qui se passe dans la boîte noire, quels sont les jeux de données, etc. Puisque le risque, c'est par exemple que les données soient pas bonnes ou que l'algorithme ait un biais et que, par exemple, les quartiers populaires ou pauvres soient surreprésentés parce que on se doute que dans les quartiers populaires ou pauvres, il y aura forcément plus de crimes ou quoi que ce soit que dans les très beaux quartiers. Et donc, ça pourrait être, par exemple, une facilité de l'algorithme de se dire, bon, bah, de toute façon, on va aller prédire qu'il y a un crime qui va se passer, voilà, dans les barrios, dans les bas-fonds de Los Angeles, plutôt qu'à Beverly Hills, on prendra moins de risques. Et ça, personne ne peut le savoir aujourd'hui. Donc, il y a de grosses suspicions parce qu'on ne connaît pas vraiment comment marche cet algorithme. Pour l'anecdote, Palantir, le nom de la société donc qui édite cette solution de police prédictive, c'est le nom de la sphère dans le Seigneur des Anneaux que Saruman utilise pour pouvoir voir tout ce qui se passe dans la Terre du Milieu. Donc, en gros, c'est l'outil dont se sert le méchant du film pour pouvoir essayer de prendre le contrôle du truc. Donc, ils s'en cachent même pas, quoi. C'est-à-dire que les mecs se sont dit, on n'a pas de complexe, on va appeler ça Palantir comme dans le Seigneur des Anneaux, le truc dont se sert Saruman. Voilà, il n'y a pas de problème, on assume complètement. Donc tout ça, ça nous amène un petit peu à nous en tant que designer. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça, quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Parce que il y a quand même des choses qui sont terribles, mais il y a certaines choses, il y a certains mécanismes du coup aussi qui sont utiles à nous. Tout à l'heure, le premier exemple que je vous ai montré, en fait, c'est du web marketing. Donc quand vous avez un client qui vient vous voir en vous disant, bah ouais, mais moi j'aimerais bien faire de la publicité ciblée, etc. Alors certes, c'est pas très cool de traquer les gens, mais en même temps, c'est un peu la norme aujourd'hui. Donc, si vous dites non à votre client, il va vous regarder avec des yeux comme ça. Enfin, il y a une problématique dont on va sûrement discuter après. Mais je vais revenir à la première slide, enfin l'une des premières slides où je parlais d'Aral Balkan, donc la personne qui avait fait la présentation que je vous ai mis dans le chat. Il a créé un truc qui s'appelle l'Ethical Design Manifesto, donc le manifeste du design éthique. C'est un truc très très simple. C'est si vous allez sur son site, donc c'est int.ie, vous pouvez l'imprimer, mettre ça en A4 dans votre bureau. Il y a plein de designers qui le font. C'est un espèce de pense-bête, quoi. C'est un petit design, pardon, un petit guide, un petit manuel qui tient en une petite pyramide avec 3 règles simples qui vous aident à concevoir des produits éthiques. Alors encore une fois, c'est un guide, hein, faut pas le prendre comme un truc gravé dans le marbre, mais c'est on va dire plus ou moins une espèce d'engagement moral que vous avez envie de respecter, et donc c'est ce vers quoi vous essayez de tendre en général. Donc la première règle, c'est respect des droits humains. Je crois que même qu'en anglais, il y a respect de la vie humaine.
humaine. Donc, c'est-à-dire que quand vous concevez un produit ou un service, vous ne devez pas mettre la vie, la sécurité, l'intégrité de personnes en jeu, en danger. Alors, vous me dites, ouais, enfin, ça va, moi, je fais une application de messagerie instantanée ou un truc d'envoi de photos, je vois pas comment les gens pourraient en souffrir, quoi, un jour. Et ben, ça peut arriver très vite, en fait, plus vite qu'on ne le pense. Par exemple, vous développez une bête messagerie qui envoie des messages style, je sais pas, Messenger, un clone de Messenger ou un clone d'Instagram, et vous oubliez de crypter votre messagerie, vous mettez pas de certificat SSL, et ce truc-là est utilisé dans un pays où il y a, je sais pas, une espèce d'oppression du pouvoir, il y a des opposants qui utilisent votre application pour communiquer. Ben, si c'est pas crypté, le gouvernement va pouvoir voir ce qu'ils échangent, les arrêter, et ensuite, pourquoi pas les torturer ou les exécuter. Voilà, tout ça parce que vous avez eu la flemme de mettre un certificat SSL dans votre application. Donc c'est un exemple, mais en vrai, il y en a plein d'autres. Et on va dire que ça, c'est la base de la pyramide, quoi. Déjà, éviter de faire des choses qui vont causer la mort des gens, on peut considérer que c'est un peu la base, quoi. Voilà. L'étage supérieur de la pyramide, c'est respecter l'effort humain. Donc, l'effort humain, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le temps et l'énergie qu'on demande à nos utilisateurs pour effectuer une tâche. Ne jamais en demander plus que ce qui est nécessaire. Donc, c'est-à-dire que si vous faites une application, je sais pas, un jeu, par exemple, eh ben, en théorie, vous ne devez pas afficher de pub, par exemple, ou vous ne devez pas faire passer l'utilisateur par 50 écrans parce que ça arrange votre modèle économique ou parce que vous devez faire la promotion d'un autre service de votre boîte ou je sais pas quoi. En fait, tout ce qui n'a pas directement trait à ce pourquoi l'utilisateur est là, en théorie, ça n'a rien à foutre dans votre application ou dans votre service ou dans votre produit parce que, en fait, ça l'intéresse pas. Ça vous intéresse, vous, en tant que concepteur, parce qu'il y a des raisons soit budgétaires, soit de développement économique, soit, je sais pas, de promotion, de partenariat qui rentrent en jeu et vous dites, bah ouais, je peux essayer de pousser ton app dans la mienne, ou je peux essayer de faire un peu de pub, ou je peux essayer de ceci, cela. Mais au final, l'utilisateur, il n'est pas venu là pour ça. Donc, en agissant comme ça, vous ne respectez pas un petit peu cette valeur, ce temps, cette énergie, cet espace mental que vous lui demandez. Et enfin, le troisième étage de la fusée, c'est le respect de l'expérience humaine, c'est-à-dire, je crois qu'en version originale, c'est create delightful experiences. Donc là, c'est vraiment plus la partie qu'on connaît, c'est-à-dire essayer de créer des expériences utilisateurs qui procurent de l'émotion positive, qui soient engageantes, qui soient agréables, qui répondent aux besoins, qui résolvent des problèmes. Donc là, c'est la partie, on va dire, la surcouche qui est pourtant l'essentiel du cœur du truc, hein, mais qui est au final la surcouche qu'on attend un petit peu tous d'une application aujourd'hui, quoi. Voilà, que l'expérience soit bonne. Et si vous respectez ces trois règles, ou que vous essayez le plus possible de vous en rapprocher, en tout cas, bah vous êtes quasiment sûr d'avoir un produit qui est considéré, en tout cas, par Harald Balkan et par tous les gens qui adhèrent à ce manifeste, qui est considéré comme éthique. Donc, voilà un petit peu le fruit de ma réflexion et un petit peu mon voyage, voilà, personnel dans le design éthique. J'ai essayé d'être à peu près concis. Je voudrais juste finir sur une petite note un peu plus positive parce qu'on a quand même parlé beaucoup de dark pattern, de trucs, voilà, d'exploitation. Il y a aussi, on pourra en parler, je pense que ça a dû arriver. Il y a aussi des choses très positives qui font partie du design éthique et par exemple, il y a des designers qui ont réfléchi à comment est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'avoir le maximum d'impact auprès de certains utilisateurs avec le minimum d'efforts. Et je vous la fais très très courte parce qu'on pourrait faire un truc entier, une session entière sur le nudge. Mais voilà, c'est les gens qui ont développé l'idée du nudge. Qu'est-ce que c'est que le nudge? Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'idée de se dire, ok, on va essayer d'introduire un petit message ou une petite notification, quelque chose de très discret qui coûte pas cher, qui est très rapide à implémenter dans un produit, de façon à modifier le comportement des utilisateurs en bien. Donc l'exemple que je vous ai mis là, c'est en fait un nudge qui a été fait en 2011 aux États-Unis sur les factures d'électricité d'un opérateur américain. En fait, il y avait énormément de consommation électrique, hein, c'est les États-Unis, et ils ont cherché à savoir comment est-ce qu'on pourrait faire un petit peu réduire la consommation. Et en fait, ils ont simplement rajouté sur la facture qu'ils envoyaient à leurs clients un petit comparatif entre votre consommation et la consommation de vos voisins.
Et en fait, de voir que vous consommiez plus ou moins que vos voisins, c'était vachement engageant du coup. Et quand vous consommiez moins que vos voisins, vous aviez des petits messages genre It's great, bravo, vous êtes top, etc. Et quand vous consommiez plus que votre voisin, vous aviez des petits tips pour réduire votre consommation énergétique. Et en fait, rien qu'en rajoutant cette petite ligne sur la facture d'électricité, ça leur a permis d'économiser 250 millions de dollars en imprimant juste une ligne en plus sur une facture, quoi. Donc c'est le genre de choses, quoi, qui pourrait paraître un petit peu illusoire quand on y pense au début. On se dit, ah, ça va, qu'est-ce que 2 lignes vont changer, quoi. Et au final, ça a un impact assez colossal. Tout ça parce que ça joue sur le comportement des gens et que ça arrive à les faire un petit peu réfléchir autrement à la façon dont ils utilisent leurs produits. Donc, je sais pas si on va enchaîner tout de suite. S'il y a des questions, peut-être qu'on les prendra à la fin. Mais voilà pour moi. J'espère que ça vous aura au moins intéressé et peut-être même donné envie vous-même de creuser un peu plus ce sujet. En tout cas, si j'ai juste un truc à vous conseiller, c'est vraiment de regarder cette conf d'Aral Balkan parce que elle est vraiment très intéressante et ça vous permet de mettre un bon pied dans cette discipline, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Super, merci Kevin pour cette première partie. Merci. Et je propose qu'on fasse les questions à la fin pour garder un peu et laisser le temps de parole à chacun. On sent bien qu'en tout cas, il y a sûrement beaucoup de designers qui sont inscrits. On sent bien l'impact et le rôle que l'on peut avoir, bon ou mauvais. Souvent, on pense d'abord au bien de l'entreprise, parce qu'on est dans un rôle économique. Mais ne sous-estimons pas l'impact que l'on a sur les utilisateurs du produit de notre entreprise. Du coup, on va faire le relais avec donc Nicolas et Bertrand qui vont nous parler du même sujet, probablement d'une autre manière, mais au final toujours pour le bien de l'utilisateur, pour le plus éthique possible. Donc, je vous laisse la parole, Nicolas et Bertrand. Merci. Est-ce que c'est bon? Vous voyez bien mon écran partagé? Yes. Ok, super. Donc bonsoir à toutes et à tous. Merci déjà de nous avoir proposé de participer, Pierre, à cette petite conf. Et merci Kevin pour cette conf. Donc moi je suis Nicolas Chauveau et je vais intervenir avec Bertrand Vignolous. On est designer au sein de l'agence Entre autres. Et l'agence Entre autres, donc en 2 mots, depuis 10 ans, on accompagne. Alors attendez, il faut que je trouve le petit souris pour passer les slides, voilà. Depuis 10 ans, en fait, on accompagne les projets de manière globale. On fait du design transversal, de l'identification des besoins jusqu'à la phase de réalisation technique, dans l'avant-projet jusqu'au projet. On travaille bien sûr dans une logique collaborative, celle du design, et on essaie de coopérer et de mettre en place les logiques de coopération avec nos clients, nos partenaires, toutes les entités avec lesquelles on travaille. Alors, que ce soit dans le champ du design d'objets, design indus, design UX, UI, design numérique, mais aussi du design stratégique. Et on porte aussi des projets de design recherche, dont on parlera un petit peu à la fin de cette conf pour illustrer tout ça. Historiquement, on a beaucoup de projets de design produit. On le voit avec la liste de quelques-uns de nos clients. Des produits et des services pour les entreprises de la tech, comme Parrot, comme JPA, comme Diota. Des groupes plus gros comme le groupe SEB ou comme Enedis. Et puis pour toutes sortes de startups, des collectivités territoriales, etc. Alors, pardon, je reviens là. Le point commun qu'ont tous ces clients, ce sont des clients variés, mais ils ont tous un point commun, la question de l'éthique, elle ne fait jamais partie de leur demande. Ce n'est pas un mot qui apparaît dans les briefs, en fait. C'est vraiment une question dont on se rend compte qu'il faut l'apporter, la mettre sur la table en tant que concepteur, en tant que designer. Donc, comment faire du coup, c'est quoi en fait d'ailleurs notre éthique? Ce qu'on a fait ensemble quand on a commencé un peu à voir aussi ce sujet émerger, etc., on s'est posé la question, ça veut dire quoi l'éthique pour nous? Et j'ai trouvé cette définition sur le site de Geoffrey Dorn, sur graphisme.fr, qui, en tout cas, pas une définition, mais tout un article à propos de ça. Geoffrey Dorn parle d'étudiants en fait qui lui demandent c'est quoi les agences de design éthique, j'ai envie de faire du design éthique, où est-ce que je peux aller, etc. Alors il fait tout un article très, très intéressant et notamment il y a cet extrait là où il explique tout simplement que selon lui ce qu'il dit c'est que l'éthique d'une personne, enfin c'est pas forcément la même que l'éthique d'une autre et que c'est difficile à partir de là de parler de design éthique comme si devait tous être d'accord sur ce que c'était le design éthique. Voilà, peut-être qu'il n'existe pas de design éthique, mais des gens qui font ce métier de designer et qui font des choix
qui du coup correspond pour eux à une éthique. Alors c'est certain qu'avec les dark patterns qu'a montré Kevin tout à l'heure, on va être assez nombreux, j'espère, à trouver à être d'accord, à être raccord sur cette éthique. Et on voit bien que dans le cas de Spinner, des gens qui, pour le coup, n'ont pas la même éthique que nous, puisqu'eux, ils trouvent ça acceptable, en fait, de mettre en place ce genre d'outils. Voilà. Donc ça étant posé, on s'est dit, c'est quoi, nous, notre éthique? En 2019, on a travaillé sur la définition de notre raison d'être, de la raison d'être de l'agence, en fait, et la formulation de ce que ce serait finalement notre éthique à nous, et qui sous-tend notre démarche. Et cette raison d'être, on l'a formulée dans ce terme-là, le futur simple. Alors, on est une agence de design, on travaille dans des projets fréquemment innovants, pour des services de R&D, pour des projets qui incarnent le futur. Ok, on est là pour faire des nouveaux objets, mais néanmoins, on est conscient des enjeux écologiques, on est conscient des enjeux de la responsabilité sociale et environnementale, et le meilleur terme qu'on ait trouvé pour synthétiser en fait ce qu'on veut faire par rapport à ces objets, c'est le terme de simple. Simple, alors bien sûr dans le sens de sobre, dans le sens de convivial, dans le sens de quelque chose qu'on puisse comprendre, dont on puisse s'emparer en tant qu'utilisateur, etc. Bien sûr avec une dimension UX aussi de compréhension, d'accessibilité, d'inclusivité, etc. Voilà. Ça veut dire quoi un projet du futur simple? On a 4 marqueurs, on va dire, d'analyse quand on essaie de voir un projet. Et comme on le voit d'ailleurs sur ce diagramme-là, tous nos projets ne sont pas au top du futur simple. C'est parce qu'on a des clients variés, des histoires variées, des projets variés. Qu'est-ce que c'est nos critères? On a parlé d'impact positif. Le futur, ce futur, voilà, est-il utile, responsable? Est-ce que les utilisations possibles, quelles sont les utilisations possibles des technologies dans le futur? Ensuite, le potentiel révolutionnaire. Est-ce que c'est un futur qui promeut une vision ambitieuse de l'avenir? Est-ce que ça va vraiment changer les choses? La simplicité, donc est-ce que c'est un futur ou un objet, un projet régi par le bon sens? Est-ce qu'il va pouvoir aussi rencontrer son modèle économique? Est-ce que c'est pas juste une vision, une lubie en fait? Et est-ce que c'est bien quelque chose qu'on peut mettre en œuvre et accessible? Et enfin la désirabilité. On est une agence de design, on est là pour imaginer des objets inspirants. Est-ce que cet objet est vecteur d'émotion et est-ce qu'il apporte une belle qualité d'expérience? Voilà, et tout ça fait pour nous un projet de design. Ça correspond aussi à bien sûr, ces marqueurs, ce sont des choses vers lesquelles on essaie de tendre ou de faire tendre un projet. Et comme on le voit avec ce diagramme, on n'y parvient pas toujours. Et en fait, c'est un peu ça le point. Ce que Bertrand va vous présenter, c'est que la question qui se pose maintenant pour nous, étant donné qu'on a posé ça, c'est comment ces principes s'incarnent dans la réalité de nos projets avec nos clients, dans les projets de design produits, services, etc. Autrement dit, comment design durable, puisque vous voyez bien que ces marqueurs correspondent correspondent globalement à une vision d'un futur plus écologique. Et donc, comment ce design durable et l'industrie technologique qui est en fait globalement nos clients, l'industrie dans laquelle sont nos clients, peuvent converger. Voilà. Et ce qu'on va vous expliquer ou vous décrire ici, ce sont quelques observations qu'on a pu faire sur les principes de convergence en fait dans la conception des objets. Donc on va plus axer cette présentation sur la conception de design produit de UX. Je te passe la parole, Bertrand. Ouais. Merci. Bonsoir à tous. Tiens, coupe ton micro parce que j'entends l'écho. Donc je prends un peu la suite de Nico sur cette présentation en qualité de designer produit et designer industriel. Effectivement, on va parler plutôt de produits et d'industrie. Enfin, c'est une presse qu'on a aussi fait dans le secteur plutôt industriel. Simplement, tu peux changer les slides au fur et à mesure parce que j'ai pas la main dessus. Ouais. Je reprends juste un peu la base pour ceux qui sont pas du métier mais du design d'objets. Et ce schéma-là, il est largement connu. Mais on parle de design quand on fait la balance, l'équilibre entre la désirabilité, la viabilité économique ou technico-économique d'un projet et la technique, donc la possibilité pour une boîte de réaliser son projet. Et quand on parle de design durable ou de design soutenable, je vais te faire des signes comme ça. Okay. Eh ben, on rajoute simplement
un critère supplémentaire qui est celui de l'impact. En fait, l'impact sur l'environnement, l'impact sur la société. Évidemment, on en parlait juste avant, mais on souhaite avoir des impacts positifs. Mais ce qui est important, c'est de mettre ce critère-là dans la balance dès le départ et que ce ne soit pas quelque chose qui arrive a posteriori pour faire des ajustements à la marge en se disant après coup comment on fait pour limiter l'impact ou réduire l'impact au maximum. Non, c'est bien un critère qu'il faut prendre dès le départ. Et c'est ça qui est un peu le plus compliqué, je dirais, à vendre aujourd'hui à nos clients. Et donc, puisqu'on souhaite les amener à se poser cette question, sur quoi on travaille, sur quoi, quel est le quoi du projet plutôt que comment on réalise un objet. Et ça amène à des questions qui sont très amont dans le projet. On parle de stratégie, on parle de vision, on parle de l'objet même de la boîte potentiellement. Donc, c'est un peu ça l'enjeu pour nous, c'est d'arriver le plus tôt possible pour pouvoir essayer d'orienter les projets d'une manière ou d'une autre. Si on prend des exemples de ce type-là, en fait, il y a des projets qui nous arrivent. C'est parfois une invention technique, une opportunité business parce qu'il y a un marché ou une idée fun. C'est des projets qui existent. Et quand on prend un tout petit peu de recul par rapport à ça, on peut tout simplement se demander est-ce que c'est encore raisonnable de travailler et de développer ce genre de projet? Est-ce qu'on utilise des ressources pour faire quelque chose d'utile ou des technologies, hein? Il y a aussi des technologies hyper pointues qui sont utilisées pour faire des choses absurdes. Et c'est important, nous, il nous semble important de questionner ça au moment du démarrage du projet. Et, je sais pas, ouais, après, donc pour ceux qui n'ont pas deviné, c'est des toilettes, hein, en fait. C'est une lunette, une cuvette de toilettes. Et un des moyens de travailler sur l'impact, c'est de se dire que toute création d'objets ou toute activité a des impacts et qu'évidemment, il faut essayer de les flécher vers des choses qui ont du sens et de concentrer l'énergie et les ressources sur les choses dont on a besoin. Donc, plutôt se poser la question avant de trouver des solutions, quels sont d'abord les problèmes à résoudre. On peut prendre cet exemple-là, celui des déchets, j'y reviendrai plus tard dans la présentation parce qu'on a des projets de design recherche qui vont dans ce sens-là. C'est les tonnes de déchets électriques, électroniques qui sont là, donc on ne sait pas quoi faire. On peut se poser la question de comment on pourrait les valoriser ou comment, au lieu de les enfouir ou de les brûler, on pourrait les considérer comme une ressource et essayer d'en faire quelque chose, de refabriquer des choses avec cette ressource-là. Alors ça, c'est un exemple, mais c'est pour illustrer ce que nous, on va appeler des principes du futur simple. C'est un peu prétentieux, mais bon, je ne savais pas trop comment le formuler différemment. Il y en a une série là dans la présentation. Un des principes, c'est d'abord se concentrer sur le quoi avant de s'attaquer au comment. Une notion qui est souvent associée à la technologie, c'est la performance, le toujours plus vite, toujours plus puissant, toujours plus d'options, etc. Et un bon exemple qui est celui de l'automobile. Aujourd'hui, on met la technologie, le progrès au service de ça, de plus de confort, plus de sécurité aussi, plus de vitesse. Les voitures qui sont toujours plus rapides, plus lourdes, puissantes. C'est même le cas, même en changeant de paradigme un peu avec la voiture électrique, c'est quand même toujours le cas. Les Tesla, c'est des voitures qui font 400 chevaux. Donc, on est quand même bien dans un truc qui a pas vraiment de sens si on dit que les limitations de vitesse, elles ont tendance à diminuer. Et donc, c'est des questions qui ne se posent pas encore ou qui commencent à émerger, mais c'est encore assez marginal aujourd'hui. Est-ce qu'un nouveau produit va toujours être plus puissant que celui qui le remplace? Pardon? Ah, ok. Je sais pas. Il y avait un petit problème, mais ça va mieux là. Ça va, pas de problème avec le micro? Ok. Moi, je vais essayer de faire attention. Je vais tenir mon micro. Donc, un des deuxièmes principes, c'est celui-ci, c'est de
de travailler sur des choses légères. C'est-à-dire essayer de se concentrer sur le vrai besoin, de le satisfaire, mais avec le produit qui soit le plus minimal possible, qui ait le moins de poids dans tous les sens du terme. Donc, on parle d'énergie, de consommation de matériaux et une voiture qui est innovante aujourd'hui, selon nous, ce serait une voiture qui est légère, qui est économe, qui soit adaptée à l'autopartage, qui soit facile à réparer, qui soit fiable. Là, j'ai mis en exemple ce petit concept car Toyota, qui est une voiture en mousse. En fait, la carrosserie, l'enveloppe est en mousse, ce qui fait que d'une part, bon, bah, elle ne craint pas vraiment les accros, les chocs, et ça, en milieu urbain, c'est quand même peut-être une sorte de progrès. Et elle a surtout l'avantage d'être très, très légère. Et des choses légères, c'est un peu l'objet de ce bouquin, c'est la slide d'après. Je vous invite à lire Il y aura l'âge des choses légères, c'est Thierry Casasian, qui est un des pionniers en termes d'éco-design. Et c'est vraiment un chouette bouquin avec des exemples, en fait. C'est très illustré. Vient ensuite la question du comment, parce que ça, c'est le job du designer, c'est quand même de trouver des solutions. Et on va voir que ça se joue en fait tout au long du process de la création de la solution, que ce soit un produit ou un service. Aujourd'hui, il y a 80% de l'impact environnemental d'un objet ou d'un service qui est décidé ou qui est fixé à un moment du design du projet, en fait. Parce qu'en fait, une fois que c'est lancé, on peut jouer à la marge sur l'utilisation, le temps d'utilisation, etc. Mais en fait, tout est décidé en amont. D'où l'importance du rôle du designer dans cet impact. Et alors, je vais essayer d'aller vite là-dessus parce qu'il y a beaucoup de points et que ça fait déjà 50 minutes qu'on a démarré. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une notion qui est vraiment centrale dans le calcul d'impact d'un produit ou même d'un service. C'est ce qu'on appelle le cycle de vie. Et le principe, c'est de prendre en compte tout ce qui se passe depuis l'extraction des matériaux, jusqu'à la fin de vie du produit, du projet, en passant par les différents steps donc de transformation, distribution, usage, tri, etc. Avec évidemment des transports associés à chaque étape. Et je vais avancer parce que du coup, pour expliquer sur quoi on peut jouer en fait aux différentes étapes. Donc pour produire, je vais rester sur l'objet, ce sera plus simple. Sur l'objet, on a évidemment besoin de matières premières et quand on choisit ces matières premières, quand on les définit, aujourd'hui on a des options. En fait, il y a des alternatives qui existent, comme le fait d'utiliser des matériaux recyclés. Il y a de plus en plus de filières qui se mettent en place pour utiliser ces matériaux. Ou des matériaux renouvelables, comme le bois, par exemple. Le bois, on sait qu'on peut le faire pousser, le transformer et que ça peut se gérer de manière plus ou moins propre, disons. On peut aussi agir sur l'endroit où ça se passe, où est-ce qu'on produit, d'où est-ce qu'on sort cette matière première. C'est voilà, un peu un ensemble de questions qu'il faut se poser quand on essaye de réduire les impacts d'un Alors, il y a des exemples qui existent dans l'industrie. C'est aujourd'hui plutôt des projets expérimentaux, mais qui ont quand même tendance à arriver vraiment sur le devant de la scène en mode industriel, quoi. Quand l'industrie s'y intéresse, parfois ils font des choses vraiment intéressantes et ils s'engagent parce que ça leur sert aussi dans leur com, évidemment, mais il y a des choses à en tirer. Et par exemple, Adidas a un programme là sur une basket complètement 100% recyclé à partir des déchets collectés sur la plage. Donc, bien entendu, c'est de la com, on est d'accord. Pour autant, ils ont fait tout un travail de R&D sur l'objet en lui-même, ce qui amène aussi une nouvelle manière, forcément, à la fois de dessiner et de fabriquer ces chaussures. Donc, ça les fait progresser dans cette voie-là. Et l'objectif, in fine, c'est que ils puissent recollecter ces chaussures pour les retransformer en chaussures une nouvelle fois. Donc, c'est vraiment de boucler la boucle. Et ça, c'est donc un des
un des principes, moi je vais passer rapidement là-dessus, mais donc évidemment d'utiliser le plus possible des matériaux recyclés, réutilisés ou biosourcés. On va voir que réutiliser, ça peut être de plusieurs manières. La fabrication, ça c'est une étape un peu plus obscure parce que c'est souvent lointain, c'est souvent très compliqué d'avoir des infos sur ce qui se passe réellement. Pour autant, alors, on s'intéresse là à ce qui rentre et ce qui sort, combien on consomme d'énergie, de ressources en eau, ce genre de choses. Et ce qui sort, c'est les fumées, les déchets, les effluents, tout ce qui n'est pas dans le produit au final. Et puis, il y a aussi des questions sociales, évidemment. Mais alors là, je ne suis pas du tout expert de la question, mais ça fait partie de l'équation, bien entendu. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quelles sont les alternatives au schéma industriel de masse qui existe, qui est en place et qui nous fournit, je dirais, 99% de ce qu'on utilise au quotidien. C'est les nouveaux modèles qui sont apportés par justement des petites briques technologiques. Alors, il existe des choses, bien sûr, comme l'artisanat, le savoir-faire local. Ça c'est des choses qui sont en place et qui peut-être vont se redévelopper davantage. Mais il y a aussi des nouvelles choses. Et là-dedans, cette notion de micro-usine, c'est comment on utilise la technologie pour pouvoir adapter rapidement une fabrication et recréer des petites unités de production très locales pour satisfaire les besoins locaux, encore une fois. Donc, les technologies comme l'impression 3D, qui ont largement émergé, petit à petit peuvent nous amener à fabriquer juste le juste nécessaire, ce dont on a besoin, et de manière hyper proche. Parce que ce sont des technologies relativement simples au final et accessibles. Dans cette veine-là, il y a Michelin qui avait développé un projet qui est celui d'un pneu. Alors là, c'est un projet, un concept pneu, on va dire, basé sur de l'impression 3D, fabriqué, voilà, ça fabrique le pneu quasiment en live par rapport aux conditions météo. Donc ça, c'est un peu leur utopie, disons. Mais par contre, derrière, ça les a amenés à développer des nouveaux pneus sans air, en fait, des pneus qui sont du coup increvables. Et ça existe déjà. Donc c'est ces projets-là qui sont un peu en parallèle et qui peuvent aussi changer la manière de fabriquer. Et je vous ai mis une slide après pour dire que là, j'ai montré des exemples techno, mais ça n'a pas vocation à être technologique, bien entendu. Il y a des solutions qui sont parfois très simples et qui sont là depuis Mathusalem et qui sont les plus intéressantes. Et c'est aussi ça qu'on se permet parfois de questionner, c'est pourquoi utiliser des solutions techno alors qu'il existe des solutions simples sur la table. On me dit d'accélérer, donc je vais accélérer. Principe numéro 4, ne pas hésiter à explorer des nouvelles façons de produire ou à réutiliser des façons de produire qui existent déjà. Pour aller un peu plus vite sur le cycle de vie, logistique, emballage, là, il y a des nouvelles manières de faire qui ont explosé, je dirais, par rapport à l'utilisation du numérique, mais pas que. Il y a des choses toutes simples comme la distribution en vrac, par exemple, qui sont des choses qui pourraient se généraliser. Moi, autour de moi, je vois que ça se fait en fait de plus en plus, mais ça se fait plutôt chez les petits commerçants, justement. C'est plus compliqué dans la grande distrie, j'imagine. Il y a un petit exemple que j'avais mis ensuite, qui est celui de Repack, qui est une petite start-up qui développe ses emballages qui remplacent les cartons ou les paquets que l'on reçoit quand on commande sur Internet. Donc, une fois qu'on a reçu son paquet, on poste son emballage qui refait des boucles plusieurs fois. Donc, c'est des emballages qui ressortent plusieurs fois. Car2Go, oui, ça c'était plutôt pour illustrer une autre manière de distribuer, c'était justement de ne pas vendre, mais de partager, de louer, tout simplement. Je passe vite dessus parce que tout le monde connaît. Pardon. Un des principes, alors cet exemple-là, c'est
une machine à laver qui a failli exister, qui s'appelle l'Increvable, qui a été portée par Christophe Santerre, qui est designer lui aussi, pendant plusieurs années. Ça a bien buzzé leur projet. Ils ont tout essayé pour passer vraiment du concept au projet industriel. Malheureusement, ils n'ont pas réussi, mais l'intention était hyper intéressante puisqu'ils voulaient faire une machine qui dure 50 ans et qui est hyper facile à réparer avec des tutos pour changer les pièces, etc. Et ça, ça fait partie des principes que nous, on souhaite réintégrer, évidemment. C'est de se concentrer sur les vraies fonctions, ce qui compte le plus, et de faire en sorte que ça dure. Bon, après, ça, c'est évidemment des choses qui sont parfois très en contradiction avec la demande du client. Et cette slide-là, oui, elle explique bien ça, c'est que parfois le meilleur produit, c'est celui qui n'existe pas. Et il y a évidemment des choses qui sont difficiles à faire passer de ce côté-là, du côté du client. L'utilisation, là, ce sont des choses un peu triviales, mais on parle de réduire la consommation d'énergie, on parle d'allonger la durée de vie en facilitant la réparation, en ayant des pièces de rechange à dispo, en travaillant sur la fiabilité. Et il y a des conceptions en fait d'objets qui, tout ça, c'est des questions de design en fait. Et c'est là où ces questions-là, il faut se les poser bien en amont pour être sûr d'apporter les bonnes réponses. Il y a notamment Fairphone, que vous devez connaître, qui a appliqué ces principes-là à un téléphone portable, ce qui est loin d'être le cas des autres constructeurs. Et eux, ils ont une sorte de téléphone avec des briques qu'on vient assembler. Il y a eu des projets expérimentaux chez Google, peut-être même chez Apple, mais qui sont restés à l'état d'expérience. Le Fairphone existe, ils en sont à la version 3, et c'est un téléphone qui marche, quoi. Il y a un autre aspect sur lequel nous, on peut jouer aussi en tant que designer, puisqu'on est amené à dessiner les produits, c'est d'essayer d'éviter les effets de mode, les effets un peu marketing. On a souvent dans le brief marketing on nous pousse à faire de la différenciation des produits, à être dans l'ultra ciblage des produits par rapport à tel ou tel marché. Alors qu'en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est dessiner des produits qui restent désirables dans le temps. Et c'est ce qui est le cas d'ailleurs de certains produits iconiques. On en connaît tous. Alors, sur la fin de vie, je vais aller un petit peu vite, peut-être passer à la suite. Mais je vais aller sur l'exemple, peut-être, pour parler de la fin de vie, sur directement la cafetière. Ça, on peut le passer. Voilà, on en est là. En fait, sur ce cycle de vie, il y a des boucles qui n'existent pas ou qui sont encore très émergentes, comme notamment celle de l'upcycling, c'est-à-dire de prendre… alors le downcycling, ça consiste en recyclage, en fait. On trie, on envoie dans des filières et on refait de la matière première avec ça, mais sauf que souvent, elle a perdu de la valeur technique parce qu'elle est un peu dégradée, et donc on fait des choses moins intéressantes avec. Par exemple, du remblai pour les routes avec des déchets de construction, par exemple. On ne pourra pas refaire un bâtiment avec ça. L'upcycling, ça consiste à réinjecter du produit dans la chaîne de production. Et le reuse, c'est le réemploi, donc on peut le remettre directement dans une chaîne de distribution. Et ce que nous, on a… Alors, je ne sais pas, la slide d'après… Ouais, c'est celle-ci. Ce qu'on a cherché à faire, c'est justement boucler cette boucle, et c'est un peu l'objet de ce projet Design Recherche dont je vais parler maintenant, c'est de capter des composants sur ces fameux déchets électriques et électroniques, des sous-ensembles électromécaniques, comme par exemple un câble, une résistance chauffante, pour les réinjecter dans un nouveau produit. Donc, on est plutôt dans le réemploi, tout en ayant cet objectif pour nous de rendre le produit désirable.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit quelque chose de bricolé. On essaye de mettre les compétences de design et de conception au service d'un objet dans lequel on pourra intégrer une grande variété de ces composants. Et donc, ça donne ce qu'il y a sur le schéma d'après, là. Donc, ça, c'est un prototype, hein, ça reste un prototype dans lequel on crée une sorte de structure de base, une architecture de produit dans laquelle on va pouvoir intégrer justement ces différents composants qu'on aura récupérés sur des machines défectueuses, jetées au rebut, mais qui sont pour autant toujours fonctionnels. Et tout ça, on va le capoter pour en faire un produit qui sera d'apparence toujours identique, mais qui intègre cette grande variété de composants. Et ça, c'est vraiment une nouvelle manière de faire l'objet, puisqu'en général, on choisit des composants puis on fait la conception autour. Ou en tout cas, le design est rarement fait, même jamais fait dans ce sens-là. C'est que il va répondre à des objectifs de positionnement marketing ou autre, mais ce cheminement-là pour concevoir un produit, c'est a priori quelque chose disons qu'une nouvelle manière de faire. Et c'est quelque chose qu'on voudrait pouvoir étendre, bien entendu, à d'autres produits. Là, c'est un exemple, la cafetière. Il y a sans doute des centaines de choses qu'on pourrait faire avec ces composants récupérés. Je passe à un peu juste, ouais, je vais juste conclure avec ça, mais c'est quelques chiffres qui nous incitent évidemment à appuyer beaucoup plus fort sur ces principes-là. Parce qu'aujourd'hui, on est un peu au pied du mur, mais il y a aussi des signaux très positifs qui sont la prise de conscience globale des gens et leur envie de mieux faire, de mieux acheter, de mieux consommer. Donc, ce qui pousse aussi les industriels à se bouger et à faire les choses différemment. Et à vrai dire, on n'a pas. Et il y a aussi des engagements politiques. On en parle aussi encore en ce moment par rapport à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc tout ça, pour moi, ça converge un peu sur quelque chose de plutôt optimiste, mais sur le fait qu'on va y arriver, quoi. Il y a des solutions, il y a une envie et il y a quelque chose d'un peu inévitable aujourd'hui. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que nous designers, on souhaite orienter notre activité maintenant. Voilà, c'est un peu mon mot. Alors, ouais. Ok, en tout cas, merci de votre effort pour respecter ce timing hyper serré. On est tous autour de la table et ceux qui écoutent, on est tous passionnés. C'est des sujets sur lesquels on pourrait parler des heures. Et le but là, c'est en effet d'initier ou d'initialiser un courant qui est déjà en route, hein, et il faut surtout en profiter. Ce qui est bien, c'est qu'on a deux visions complètement, j'allais dire, pas opposées, hein, juste opposées au sens géométrique du terme sur la droite, mais bien réunies, donc deux points réunis par cette fameuse droite. Le lien étant l'éthique. Donc d'un côté, plutôt le produit, je dirais physique, et de l'autre, plutôt l'éthique, probablement plutôt psychologique, mais pas que. Et je vais juste faire un petit lien et après on passe aux questions-réponses, puisque beaucoup donc, de personnes autour de la table sont peut-être plus UX designers digitaux, c'est pas impossible, hein, aujourd'hui il y en a beaucoup dans ce milieu, et ils vont peut-être se dire quand ils voient la présentation donc, de Nicolas et Bertrand, ouais ok, mais moi je fais des interfaces, je fais pas du produit, quoi, pas touché par ça. Et là on se rend compte que si, parce que si je fais un petit lien et c'est le sujet dont on a parlé avec Kevin et Nicolas par téléphone. Moi, quand je crée, alors moi, je parle au nom de tous les UX, hein, pas juste moi, mais quand je crée, je me pose la question de l'impact. Alors, éthique, green UX, on sent qu'il y a des choses qui peuvent s'accrocher. C'est, OK, moi, j'ai besoin de données pour analyser le comportement de mon utilisateur. Et qu'est-ce que tu veux comme données? Ah, je veux tout parce que je sais pas encore bien, etc. Alors, le tout, c'est super. Moi-même, j'ai tenu ce discours à une époque, je veux tout parce que je sais pas. Et plus je prends du tout, il va bien falloir le stocker, ce tout.
il va bien falloir le stocker, il va bien falloir avoir des serveurs qui calculent, etc. Et tout de suite, on peut vite partir dans une consommation énergétique forte, des produits à recycler demain, comme nous montrait Bertrand. Et là, côté éthique, environnemental, on n'y est pas. Puis après, pour faire le lien sur l'éthique digitale, pour faire le lien avec tes interfaces présentées, Kevin, et pour faire le lien avec ce que disait Bertrand, le too much design des moments, le design, je dirais, juste pas du beau, parce que le design, c'est pas que du beau, mais quand on est un peu trop dans le beau, et ça m'arrive de le dire chez Google ou Apple, de temps en temps, ils sont un tout petit peu trop dans le beau, et finalement, leur interface n'est pas utilisable. J'ai eu le cas dernièrement sur la zone de saisie, exemple très basique, la zone de saisie qui est devenue une ligne maintenant. Il n'y a plus de ce fameux carré. Revenons un peu au basique finalement, ce carré. Et quand je présente une interface à un utilisateur où je fais juste un surligné, le mot fin et un surligné pour dire tu arrives à la fin de ta page, je vois l'utilisateur cliquer sur la ligne. Oh, je dis bon, il fait exprès. J'aimerais un deuxième cliquer sur la ligne. Et en fait, mentalement, ça y est, maintenant, les utilisateurs cliquent sur n'importe quelle ligne. Et ça rejoint un peu ce que tu disais, que je me désabonne en cliquant sur un gris, pas un gris. Aujourd'hui, beaucoup d'utilisateurs, quand on les voit, cliquent un peu partout sur l'écran. Et bien ça, c'est un mauvais design d'un point de vue éthique, parce que ça veut dire qu'on leur fait travailler le cerveau en permanence, au lieu de les guider, de les aider, que ce soit simple. Donc, on ne répond pas à une des cases de la pyramide, parce qu'en fait, ils cliquent partout, ils cherchent, et donc ça fuse, et l'outil, il ne répond plus d'un point de vue éthique à ce à quoi il devait répondre. Voilà, maintenant que j'ai fait le lien entre ces deux mondes, on peut passer dans un mode questions-réponses. Donc, vous avez le chat à disposition. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Profitez de ces trois regards, ces trois experts, pour poser vos questions sur l'éthique design ou comment vous le voyez demain dans son application. Ouais, en attendant que les premières questions elles arrivent, si tu veux, je vais rebondir sur ce que tu disais, Pierre, parce que souvent, c'est vrai qu'on a cette illusion aujourd'hui avec le digital que c'est dématérialisé tout ça. Donc en fait, les décisions qu'on prend quand on conçoit une interface ou quand on conçoit un service, elles n'ont pas vraiment d'impact dans le monde réel, quoi. Tu vois, que tu mettes un bouton bleu ou un bouton vert, ça va pas faire déforester l'Amazonie plus ou moins. Mais par contre, tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, il y a ce terme qui est un peu trompeur de cloud. Tu sais, on dit ouais, tout est stocké dans le cloud, mais il n'y a pas de cloud, quoi. Je sais plus qui disait ça. Il n'y a pas de cloud, c'est juste l'ordinateur de quelqu'un d'autre, quoi. Et en fait, quand tu demandes aux gens d'enregistrer 1 milliard de données dont t'as pas nécessairement besoin, t'as tout à fait raison. C'est de la place sur des disques durs, c'est-à-dire que c'est des machines allumées qui consomment de l'électricité en permanence. Et je sais plus, il faudrait que je retrouve le truc, mais je crois que si les gens supprimaient ne serait-ce que 20% de leurs mails, je sais plus combien de mégawatts par an on pourrait économiser en termes de consommation énergétique. Donc ouais, non, ça, le stockage des données en tout cas a un impact réel, quoi. Donc c'est vraiment un truc tangible dans le monde concret, quoi. Il y a des kilos, des tonnes de CO2 qui sont rejetés dans l'atmosphère chaque année juste parce que les gens ne veulent pas supprimer des mails qui ont 10 ans, quoi, en fait. Il y a une question. Et après, on va prendre la question d'Inéa, mais en effet. Excuse-moi, c'était un peu en attendant. Mais d'ailleurs, et je vais conclure sur le. D'ailleurs, celui qui a choisi le mot cloud, c'est joli, on va dans les nuages, c'est beau. Ouais, c'est ça. Ouais, si tu mets le mot, mets ça sur des gros serveurs, là, peut-être tu te poses des questions. Ouais, c'est le marketing, c'est bien fait. Oui, c'est bien. Donc là, je vous laisse. Vous avez accès à la question? Ouais. Ok, ouais. Je vous laisse la lire. Alors, je peux la lire à voix haute, mais tout le monde a accès, je pense. Enfin, le design d'objets éthique dans sa dimension non polluante à faible impact écologique coûte-t-elle plus cher en coût de revient, en coût de fabrication, de recherche et donc de prix de vente? Je vous laisse répondre. Ouais, c'est évident de répondre à cette question parce que ça dépend vraiment du type d'objet sur lequel on travaille. Je ne sais pas si c'est un mobilier, si c'est un objet technique, technologique. J'aurais tendance à dire que si on se pose les bonnes questions au départ, justement, sur la globalité du projet, comment on va rendre le service, potentiellement, on peut imaginer des solutions qui sont complètement différentes et qui peuvent aussi avoir un intérêt économique en utilisant
un nouveau procédé, un nouveau matériau voilà, qu'on ne connaît pas et qui amène d'autres choses. Si on s'en tient à comparer le même produit avec je sais pas, du plastique recyclé, par exemple, fabriqué en France, comparé au même produit en plastique fait en Asie, évidemment, on sera plus cher sur le scénario le plus vertueux. Mais voilà, c'est toujours intéressant de questionner la globalité. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même des choses qui se mettent en place. Et il y a quand même une grande variété d'alternatives qui valent le coup d'être questionnées et qui offrent des scénarios alternatifs à peut-être à coût équivalent. Mais voilà, ça dépend vraiment du type d'objet dont on parle, quoi. Alors, j'ajoutais peut-être un truc qui, moi, tu vois, me fait me poser la question, c'est, tu parles, Ina, dans ta question, tu dis, est-ce que ça coûte plus cher, coûte bien, coût de fabrication, etc. Mais moi, je m'interroge sur quel est le coût réel, en fait. Parce que il y a un coût financier, c'est-à-dire qu'effectivement, tu vas peut-être payer moins cher le truc en plastique qui est fabriqué à Taïwan, mais quel est le coût en carbone, quel est le coût on va dire, en humain aussi, dans quelles conditions c'est fabriqué, est-ce que les gens sont décemment traités, etc. Donc c'est un peu le problème que tu peux avoir dans d'autres domaines, quoi, style, je sais pas, la fast fashion, tout ça. Pourquoi tu payes ton t-shirt à 1,50 €? Bah, parce qu'il a été fabriqué par des gens sous-payés dans un pays du tiers-monde. Donc le prix en euros est moins cher, mais le coût, si tu mets d'autres critères que juste le prix, le coût est égal, voire supérieur, en fait. Donc c'est encore une fois une réflexion plus globale. Je pense que Bertrand a ses raisons là-dessus, quoi. Si je peux refaire le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure à propos de Green IT et des objets, enfin, comment dire, de l'impact des objets électriques et électroniques. Effectivement, aujourd'hui, là, dans les exemples qu'on donnait, quand on a des clients qui ont des objets innovants avec des composants, etc. à l'intérieur, c'est fou, mais on ne peut pas encore leur dire que des composants de seconde main, dans nos, on va dire, upcyclés à partir de nos déchets français, sont moins chers que les composants tout neufs venus de Chine. C'est pas possible. On ne peut pas concurrencer quelque part en termes d'euros. Aujourd'hui, les composants qu'on va acheter une misère chez des fournisseurs aujourd'hui chinois. C'est un équilibre qui n'est pas forcément pérenne, quoi. Comme tu l'as dit, Kevin, en fait, ça peut pas forcément durer. Alors, sur un plan social, etc., il y a déjà un coût, mais sur un coût à long terme, il y a aussi toute chance. Enfin, là, pour le coup, je m'appuie sur plutôt des études de gens qui ont réfléchi à des alternatives énergétiques, etc., des mesures des externalités des projets. Je pense aux travaux du Shift Project, par exemple. Le Shift Project, on calculait tout un ensemble de choses sur l'énergie que coûte un certain nombre l'industrie telle qu'elle existe aujourd'hui. Et en fait, ça peut pas durer comme ça. En fait, les composants pas chers, on va à cause du fait qu'ils soient pas chers aujourd'hui, on risque de les payer très 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 cher bientôt, plutôt que de travailler de façon un peu raisonnée en n'envisageant pas les ressources comme une sorte justement de ressources infinies. Et voilà. En fait, le prix, on risque de le payer aussi en euros dans les décennies qui viennent, quoi. Voilà, en gros. Donc, par contre, là où clairement c'est un calcul extrêmement compliqué parce qu'il prend en compte des choses où on n'a pas forcément toutes les données et où on n'a pas l'habitude de calculer comme ça. Mais voilà. Je prends l'exemple du Shift Project parce que justement ils font cet effort d'essayer de calculer de façon assez rigoureuse et scientifique les externalités des projets, etc., notamment sur l'IT. Ouais, je pense que c'est un truc vraiment, tu vois, le calcul d'un coût réel, c'est vraiment quelque chose de transversal, notamment, tu vois, comme vous l'avez vu, je regarde beaucoup de ce qui se passe du côté de la privacy. Et en vrai, un service gratuit, en fait, il se rémunère juste différemment qu'avec toi qui payes avec des euros, tu payes avec de la data. Donc, toute cette notion du coût, quand on parle d'éthique, en fait, que ce soit comme tu le disais, le coût environnemental, le coût sur la privacy. En fait, il y a toujours un coût réel des choses. Il n'y a jamais rien de gratuit. Et donc, ce que tu ne payes pas maintenant, soit tu le payes plus tard en euros, comme tu disais, soit tu le payes aujourd'hui, mais différemment. Donc, tu débourses pas des euros, mais tu débourses de la data ou des choses comme ça, quoi. Et ce que disait, ce que tu écrivais et ce que disait la personne, je ne me rappelle plus son nom, mais bon, que tu citais dans tes slides. Il disait que, pardon, j'ai perdu le fil.
Avec quoi, des dark patterns Oui, non, je sais plus. Bon, laisse tomber, je vais pas revenir là-dessus, mais faudrait que je revoie tes slides pour tu veux que je te les réaffiche? Attends, bouge pas. Par rapport, je voulais juste rajouter un truc par rapport au coût, de manière plus pragmatique, c'est même si ça coûte plus cher, aujourd'hui les gens ont compris ça et ils sont prêts à payer cet écart de prix parce que ça les concerne. Et donc, en fait, ça change la manière d'appréhender le coût d'un objet. C'est plus forcément combien je débourse, mais c'est quelles sont les valeurs que je défends en achetant tel ou tel produit. C'est ce que tu dis, les gens ont compris, on sent qu'aujourd'hui il y a un courant, donc il faut quand même y aller, hein, il y a une prise de conscience. Et quand tu dis tout à l'heure, Adidas c'est du marketing, certes, bien évidemment, Adidas c'est pas c'est pas une association non lucrative. Pour autant, on sent bien que si eux-mêmes ne vont pas sur ce courant, ils sentent bien qu'ils vont perdre des clients qui sont de plus en plus sur ce courant. Donc, j'ai envie de dire, à un moment donné, tant pis si c'est un moyen marketing, presque. Si ça va dans le bon sens, je m'en fais pas forcément pour eux, mais si ça va dans le bon sens et que derrière, on réutilise des produits, on est éthique dans tous les sens du terme, bon, finalement, on a tous à y gagner, quoi. Absolument. Une deuxième question. Ah non, une proposition, je pose mes questions différemment. Ah, est-il possible d'avoir un objet à moindre coût et éthique? Je comprends pas mieux la question. Ça peut être, oui, ça peut être d'acheter un objet de réemploi dans une ressourcerie, par exemple. Donc, on a des objets que certains ne veulent plus, ils sont toujours fonctionnels et ils sont en général moins chers. Et en plus, en général, ce sont quand même des structures qui font travailler des gens en réinsertion. Voilà, on est dans le social, dans l'environnement et dans l'écologie en même temps. Et ce sont des objets qui coûtent pas cher. Ah, vas-y. T'es muté, Nicolas. On t'a entendu. Ouais. Non, mais oui, il faut qu'on switch nos micros à chaque fois. En fait, si on s'oriente du coup vers un objet, par exemple, qu'on va acheter en ressourcerie, ça veut dire que quelque part, on va, ça pose aussi la question de notre engagement personnel, de mettre un peu en veille notre souhait de confort, en fait. Et ça, c'est une question qui est centrale dans les UX comme dans les designs numériques ou le design d'objets. C'est le confort qu'on a dans ces services, dans ces produits, et auquel on finit par s'habituer, enfin auquel on est habitué, ou qu'on souhaite, ou qu'on pense qu'on mérite d'avoir en payant, même en payant pas, dans le cas d'un confort comme des services Google ou quelque chose comme ça. Des alternatives existent déjà, il y en a beaucoup. Simplement, elles impliquent de changer de niveau de confort. Voilà. Et est-ce que la question, du coup, elle se pose alors d'une manière un peu sociétale, industrielle, globale, etc. Il faut effectivement que je sais pas moi, les États fassent des efforts dans ce sens-là, qui promeuvent ça, ou que les industriels fassent des efforts, mais elle se pose aussi au niveau de chacun de nous, consommateurs, utilisateurs, et afin qu'on voit dans quelle mesure on est prêt à faire des efforts sur le confort qu'on a acquis ou qu'on a l'habitude d'avoir. Voilà. Donc, prendre un objet en ressourcerie, c'est déjà possible, c'est moins cher qu'un objet neuf. Simplement, on aura un objet qui va peut-être s'abîmer plus vite parce qu'il est déjà vieux, qui sera peut-être moche parce qu'il est vraiment démodé, et donc il faut être prêt à ça, ou qui fera plus de bruit parce que c'est pas la dernière version, etc. Changer de téléphone pour prendre de l'occasion, c'est pareil, ça veut dire pas avoir les dernières updates, ça veut dire avoir un téléphone plus lent. Un site internet low-tech, ça veut dire pas forcément des vidéos hyper facilement, ça veut dire des objets, des vues moins définies, des interfaces qui consomment moins, ça veut dire des interfaces peut-être avec, si on va loin, des choses avec moins de typos différentes, moins d'anti-aliasing. Enfin, j'ai des exemples, il y en a des millions, quoi. Et voilà, en fait, c'est aussi un choix qu'on peut faire de réduire ça. Et c'est un peu individuel. Voilà. Et c'est vrai que tu parlais de la notion de confort. Bien évidemment, c'est un combat. Hein, dans ce combat, le designer le mène. L'utilisateur en fait partie aussi, parce que comme disait Bertrand, il doit être prêt à payer peut-être un peu plus cher. Et comme tu le dis, il doit être prêt finalement à avoir moins de confort. Et on voit sur certains produits, alors vous allez sûrement m'aider à retrouver le nom de cet effet inverse de ce qu'on imaginait. Je prends le cas de la machine à vapeur où, à l'époque où on la crée, c'est pour
consommer moins de charbon de manière plus calculée. Et finalement, la machine à vapeur est bonne que, alors je ne sais plus quel est le nom de cet effet, mais on le voit. L'effet rebond. L'effet rebond. L'effet rebond, je dirais. Ouais. Il y a un nom de personne, je ne sais plus de qui, mais c'est l'effet de rebond. Monsieur Rebond. le train qui finalement nous permet d'aller plus vite et plus loin, donc on va encore de plus en plus loin, etc. Et c'est vrai que ce confort, on le voit aujourd'hui, se faire un café, c'est super facile. Donc, sous prétexte finalement de mettre sa petite capsule, avec un bon café probablement calculé, hein, donc au niveau éthique peut-être pas top parce que sûrement bien calculé de manière chimique, mais en plus c'est super facile, donc finalement on surconsomme. Et donc le produit qu'on a designé, au-delà de faire un bon café, fait de la surconsommation. Et pour faire le lien avec le domaine de Kevin un peu plus digital, oui, dans nos applications, et là j'engage ceux qui nous écoutent à regarder s'ils ne l'ont pas fait l'émission ou le documentaire Nos écrans de fumée sur une chaîne qui commence par NET, pour pas faire trop de pub non plus, et qui finit par Flix. Si on regarde ça, en fait, on se rend compte que la manière dont on design nos produits engage un comportement de consommation. Et ce design éthique qui a un peu bouleversé certains professionnels chez Google et autres, Amazon et Apple, ils se sont dit un matin, mais moi, en fait, on regarde nos téléphones et on va faire des actions qu'on n'avait pas prévu de faire parce que notre téléphone nous montre des choses. Donc oui, peut-être revenir, comme tu le disais Nicolas, des téléphones qui montrent moins de choses, peut-être des touches uniquement. Bon, c'est compliqué, hein, c'est un vrai combat qui doit être mené et par le designer et par les utilisateurs, quitte à payer un peu plus le prix sûrement. Tout à fait. Alors, peut-être on répond à la dernière question, non? Ouais, je me disais en fait à Inéa, je me disais, ta question c'était, puisqu'en gros on peut acheter de la merde chez Tiger à pas cher, quoi. En gros, comment est-ce qu'on peut rendre l'éthique accessible à tous? Là, on sort peut-être un peu du champ du sujet d'aujourd'hui, mais en fait pour moi là c'est juste une question de, est-ce que tu as besoin d'un taille-crayon en forme de hérisson, quoi? Tu vois, à 1,50 €. Tu vois, si tu as vraiment besoin d'un taille-crayon dans ta vie, pose-toi la question de te dire, ok, donc moi, ma problématique, c'est que j'ai besoin d'avoir des crayons qui soient toujours bien taillés. C'est quoi le bon outil pour faire ça? C'est un taille-crayon, donc ok, c'est un truc assez simple en métal. Est-ce que j'ai besoin d'acheter un truc à 1,50 € qui va péter dans 3 jours, qui a été fait en Chine, ou alors est-ce que en fait j'ai plutôt envie d'en acheter un et de le garder peut-être 30 ans ou 50 ans parce que ça s'use pas ces trucs-là, et donc je vais le payer peut-être 3 €, c'est-à-dire 2 fois le prix, mais au final quand même pas grand-chose, et je vais le garder des décennies, quoi. Donc moi je crois que j'ai un taille-crayon qui appartient à mon grand-père, quoi. Enfin c'est un truc, voilà, t'en achètes un, tu l'as pour la vie, le taille-crayon. Donc, c'est plutôt des questions sur vraiment là des choix en tant que consommateur, quoi. Se rendre compte que quand on va chez Tiger, la seule chose qui nous pousse à rentrer dans Tiger, c'est l'impulsion, quoi. On rentre jamais chez Tiger en disant tiens, j'ai besoin de ça, ou alors peut-être si des post-it ou des trucs comme ça, mais quand tu rentres chez Tiger, tu te dis tiens, qu'est-ce qu'ils ont à me proposer en ce moment? Oh, c'est drôle, ils ont un truc, un gant de four en forme de Muppet. Ah, c'est super, j'en ai un à la maison, mais ça fait 3 ans, il est trop vieux, maintenant je vais prendre celui-là. Donc en fait, c'est ça le danger pour moi. C'est pas un problème d'éthique ou de pas éthique, parce que même si Tiger il faisait tout en France, que ça coûtait quand même 2 €, etc., ça servirait quand même à rien en fait. C'est plutôt une problématique d'habitude de consommation des gens, et de ne pas rentrer dans une espèce, voilà, de surenchère de il me faut tout le temps des petits trucs qui servent à rien, quoi. C'est parce qu'en général, les gens sont toujours dans une optique de se dire ok, qu'est-ce que je vais pouvoir m'acheter de plus, mais ça répond pas forcément à un besoin que les gens ont. Ça, c'est plutôt une question, tu vois, d'éducation personnelle, de point de vue, enfin, je dis d'éducation comme s'il fallait éduquer les gens, pas vraiment, mais en tout cas de point de vue personnel, quoi, de progression personnelle par rapport au sujet, quoi. Moi, j'ai jamais été éduqué par mes parents à ce genre de truc, mais c'est juste que au bout d'un moment, je me suis quand même posé des questions en me disant, mais est-ce que tu as vraiment besoin de t'acheter ça, ça et ça? Et c'est un schéma qui est pas forcément suivi par tout le monde, et je fais pas de prosélytisme, quoi, mais disons que c'est vrai que l'avantage quand on suit ce genre de truc, c'est qu'en général on finit par consommer moins, mais à acheter des trucs qui ont tendance à un peu plus durer, quoi. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc Tiger, c'est un bon exemple parce que c'est un peu l'antithèse, quoi, du truc. Ouais.
Et pour rejoindre cette complexité du sujet de ce soir, pour nous tous designers, où on sait à peu près, enfin on connaît beaucoup de choses sur les biais cognitifs, on sait qu'on a envie de faire un produit désirable. On a ce combat entre je dois le faire désirable et finalement est-ce que je dois le faire aussi comme tu parlais du taille crayon nounours là, est-ce que je dois aller vers ça pour le rendre désirable, est-ce que là je suis pas en train d'aller contre justement une certaine éthique, est-ce que je suis pas en train de manipuler, etc. C'est pas simple au niveau de design. Non mais là je sais que je dois faire un produit. Si, ton exemple, il est très simple. Je sais que je fais un taille-crayon tout pourri en hérisson et je vais en revendre plein. Mais bon, mon client va être content parce que lui, il aura vendu plein de taille-crayon. Ou alors, je peux choisir de designer un autre taille-crayon qui va durer 50 ans. Et je vais dire à mon client, mais en fait, vous allez faire le même chiffre d'affaires. C'est juste que de le vendre à 1,50 €, vous allez devoir le vendre 5 €. Mais vous allez avoir d'autres arguments commerciaux pour le vendre. Et du coup, vous allez quand même gagner autant d'argent. Et vos clients seront plus contents parce que vous n'aurez pas un SAV à faire avec des taille-crayons qui pètent au bout de 3 jours. Ce qui pourrait nous amener, si on avait encore du temps, à la question de comment essayer de parfois dire juste non en fait au projet d'un client et parfois non à un client. En fait non, votre projet on n'y croit pas parce que le quoi qui est derrière, j'y crois pas, ou disons ça correspond pas à mon éthique et tant pis, je laisse le job à quelqu'un d'autre qui acceptera de le faire avec vous quoi. Voilà. C'est une question presque encore une fois alors là pour le coup de confort. De confort de designer, c'est-à-dire est-ce qu'on peut croûter en disant non à certains clients et comment on veut vivre en fait, ou comment est-ce qu'on veut pratiquer quoi. Voilà. Okay. Et c'est là que, pour moi, je trouve que les réponses synthétisées dans l'article de Geoffrey Dorn là-dessus, elles sont intéressantes puisqu'elles nous mettent un peu face à nos. L'article de Geoffrey. Ouais, tu as raison, je vais le partager. Assez intéressante parce que elle nous montre en fait à quel point il y a une sorte de responsabilité collective à tout un ensemble de choses qu'on ambitionne d'avoir tous ensemble. Il y a des effets de groupe, des effets de mode, etc. Mais à un moment donné, il y a un choix personnel où voilà, quelque part, je peux très bien choisir de ne pas avoir le gadget ou bien d'acheter un gadget sur le bon coin, même si c'est un peu plus chiant, même si c'est un peu plus long, même si c'est un peu moins fun. Ou autre quoi. Et voilà. C'est pas des choix faciles parce qu'on peut essayer de se donner un espèce d'objectif et d'essayer d'y tendre et puis et de jamais y arriver. Et c'est aussi source de frustration en fait de pas réussir à parvenir à quelque chose ou même parfois de faire des choses qu'on désavoue dans un sens. Bon, si déjà, on peut aussi peut-être conclure avec un point. Ce que disait, voilà, j'ai retrouvé ce que disait ton exemple dans les slides, c'est faire prendre conscience aux utilisateurs que ça existe. Les biais cognitifs, en l'occurrence, mais d'une manière générale, les alternatives vertueuses, par exemple, ou le fait qu'on peut faire le choix de ne pas, quoi. Et dans le cas de clients pour des agences de design, il y a certains clients qui se croient en fait obligés en fait d'être dans certains trucs de renouvellement de gamme, etc., admettons, pour l'objet. Et faire prendre conscience aux clients avec des exemples que, en fait, non, on peut imaginer avoir des gammes qui durent plus longtemps, avec, comme tu l'as dit, un exemple plus durable, avec quelque chose qui corresponde mieux à ton éthique, etc. Et bien, essayer de voir, en fait, si lui aussi, ça me match avec son éthique, quelque part. Après, il y a des clients qui vont te regarder comme ça, en te disant, mais pas du tout. Moi, je suis dans un truc où il faut absolument que j'en sorte un tous les ans, et c'est comme ça, et parfois, ils sont trop loin dans quelque chose, donc, dans ce cas-là, faut voir, mais on se rend compte aussi qu'il y a de l'écho en fait sur ces questions-là chez tout le monde, parce que les gens ne sont pas juste des professionnels, les gens dans tous les domaines, dans toutes les boîtes, se sont confrontés au même constat et on peut facilement tomber d'accord. Essayer ensuite de faire tendre en fait un client vers quelque chose, ça vaut le coup d'essayer. Et après, faut voir qu'on peut se permettre d'aller. Et on n'a pas toujours la liberté de le faire, quoi. Mais bon. Ok, super. On va arriver donc à la fin de cette. Il y a eu Bibi encore une question. J'ai réfléchi à silicone biodégradable. Mais je souhaite que ce produit soit pour tous. Le problème est résolu que sur une seule face. Bon, je ne suis pas sûr qu'on puisse répondre à ta question tout de suite. J'espère qu'en tout cas tu as eu beaucoup d'infos. Sinon, on va, je pense, y passer la soirée tellement c'est passionnant. Parce que finalement, est-ce que biodégradable c'est suffisant en soi? Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même un circuit de fabrication, donc c'est bien que ce soit biodégradable, mais est-ce qu'il fallait le fabriquer finalement ce produit avant même qu'il soit biodégradable? Donc
Si j'ai bien compris hein, ce cercle, est-ce qu'il faut vraiment rentrer dans le cercle déjà? Et si on rentre dedans, comment on peut l'améliorer? Donc, moi, j'ai trouvé ça… bon, Inéa, apparemment, c'est possible. Bon, ok, super. Merci. Alors, je pense que, voilà, il y a un lien. Tu nous as mis le… Ouais, super. Merci, Nicolas, d'avoir mis le lien. Je vous laisse le récupérer. Je ne sais pas trop comment l'enregistrement fonctionne. Ce sera en replay. Je ne sais pas si pendant le replay, on a tous ces liens. Donc, je vous laisse 2-3 minutes pour récupérer les liens. Il y en avait 3. Il y avait YouTube. Et puis, il y avait Inéa qui nous a partagé l'activisme Patagonia. Et puis, donc, Nicolas qui vient de partager un article de Geoffrey Dorn. C'est ça, je crois? Oui. OK. Merci à vous 3. C'était super. Moi, j'étais heureux d'avoir un peu de diversité de design. Souvent, à Flupa Toulon, à Flupa en général peut-être aussi, c'est souvent très digital, mais je pense qu'on va se rencontrer de plus en plus, ce monde du design produit et du digital, puisqu'il y a quand même de plus en plus de produits qui aujourd'hui intègrent du digital. Donc, c'est très bien. Voilà, donc je suis heureux qu'on les fait. Merci malheureusement à ces conditions sanitaires qui nous ont permis de nous rencontrer, parce que peut-être, transforme tes contraintes en opportunités. On a fait un pivot. On est de Toulon et finalement, on a avec nous donc Bertrand et Nicolas qui sont de… Bon, vous êtes où là hein? Moi, je suis dans la Drôme. Dans la Drôme, voilà. Et là, donc… Et nous, on est à Montpellier. Mais voilà. on a la même agence à cheval sur deux villes. D'accord, ok. Donc, et puis Kevin qui est à Toulon. Donc, c'est bien finalement ces rencontres digitales. Merci à vous. Merci à tous. Merci à tout le monde. Ouais. Je vous propose de rester là pour ce soir. Et puis après, il y a le Slack. Hein. Donc, Nicolas, avec plaisir de vous accueillir sur Flupa, hein, parce que le design, c'est pas que le digital, hein, au contraire. Hein, la Flupa, c'est tout le monde. Non, on intègre le digital à beaucoup de nos projets, pas de problème. Voilà, très bien. Donc, prochainement sur Flupa. Il y a une antenne Flupa à Montpellier, alors où est-ce qu'on va aller? Donc, allez voir nos copains de Montpellier et rejoignez-nous aussi de temps en temps sur la chaîne de Toulon. Hein, ça marche. Merci en tout cas pour la proposition. Super. Merci à vous 3. À bientôt. Merci à tous. Bonne soirée. J'espère que ça vous a plu. Et puis, on continue à se chatter sur Slack. Voilà. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Salut.